Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer Monsieur Xavier Elary, professeur à l'université Jean Moulin Lyon 3, historien médiéviste français et spécialiste de la guerre au Moyen Âge et de la royauté française au XIIIe siècle. Tout d'abord, merci beaucoup pour votre disponibilité. Et pour commencer, je voudrais vous demander quelle est l'approche à l'histoire militaire dans le monde académique français. Alors, en France, la tradition de l'histoire militaire, finalement, elle s'inscrit selon deux axes. C'est d'une part un axe assez traditionnel d'histoire, souvent faite par des militaires, d'histoire de la guerre faite par des militaires depuis, disons, le 19e siècle, et puis qui se perpétue encore aujourd'hui à certains égards, mais c'est surtout pour voilà, l'époque moderne et l'époque contemporaine. Et puis il y a un second axe, et là plus spécifiquement pour l'époque médiévale, et ce second axe est né des travaux de Philippe Contamine dans les années 60 avec sa grande thèse d'État, guerre, État et société, des armées des rois de France pendant la guerre de 100 ans, qui a été publiée en 1972. Et Philippe Contamine, dans sa thèse, en se plaçant dans le mouvement de l'école des annales, de l'histoire sociale, a fait des armées une étude en s'intéressant aux conditions de recrutement, aux profils sociaux des combattants. Donc ça n'est plus une histoire bataille, mais c'est une histoire de l'armée ou des armées comme un groupe social avec les questions de composition, de recrutement, d'obligations militaires et également de financement. Et puis à partir des travaux de Philippe Contamine, qui ont leur parallèle au Royaume-Uni avec Michael Prestwich, à peu près dans les mêmes années d'ailleurs, dans la même logique, il y a tout un mouvement qui est né et on peut dire que aujourd'hui, depuis longtemps, depuis les années 70, c'est l'approche dominante et moi-même je me suis inscrit dans cette direction-là. Merci beaucoup pour votre réponse. Et maintenant, pour entrer dans le détail, je voulais demander, lors de la septième croisade, quelle était la composition de l'armée dirigée par Saint-Louis? Alors, au cours de la septième croisade, donc c'est la croisade d'Égypte que conduit Saint-Louis, c'est donc la première croisade de Saint-Louis. Il a pris la croix en 1244, il part d'Aigues-Mortes en 1248. Il a avec lui une armée qui est surtout composée de chevaliers, non pas du point de vue des effectifs, mais plutôt du point de vue des sources. C'est-à-dire que les sources nous disent ce sont surtout des chevaliers. Mais en réalité, on estime qu'il y avait peut-être 2500 chevaliers, mais il y avait à peu près 5000 combattants, des cavaliers, qu'on appelle des sergents à cheval, donc qui ne sont pas des nobles, pas forcément des nobles. Et il y avait aussi des fantassins, peut-être 10 000 fantassins, y compris les serviteurs de l'armée. Donc on estime qu'il y avait à peu près de 15 à 20 000 hommes, on n'a pas les chiffres exacts, on n'a pas beaucoup de documentation sur la composition de l'armée, enfin les effectifs de l'armée, mais la composition de l'armée c'est celle-ci. Une élite de chevaliers, quelques milliers, peut-être 2500, une cavalerie faite de sergents à cheval et des fantassins. À cela s'ajoute, ceux-là viennent de France, du royaume de France essentiellement, et puis lorsqu'il séjourne à Chypre, entre l'été 1248 et le printemps 1249, Saint-Louis reçoit des contingents venus du royaume de Jérusalem, agglomère aussi des combattants de Chypre et du duché d'Athènes et de la principauté d'Achaïe, plus les contingents des ordres militaires, templiers et hospitaliers. Et en conclusion, je voudrais vous demander, vous qui aussi vous avez écrit une monographie sur la croisade de Tunis, si vous avez des théories sur les raisons politiques militaires qui ont conduit Saint-Louis à diriger la dernière croisade à Tunis et non en Égypte ou à Jérusalem. Oui, alors c'est une question qui a agité depuis longtemps les historiens et même qui a surpris les contemporains. C'est-à-dire que les contemporains de Saint-Louis, on le voit bien chez les hagiographes qui ont parlé de la vie de Saint-Louis, qui ont parlé de ce dernier moment de la vie de Saint-Louis, ils ont été surpris par le choix de Tunis. Pourquoi est-ce que c'était surprenant? Bien parce que le calife de Tunis, Al-Mostansir, était plutôt favorable aux chrétiens, était lui-même le fils d'une chrétienne. Il accueillait un couvent dominicain dans Tunis, sa capitale, et puis surtout les marchands italiens, génois, pisans, etc., étaient présents
à Tunis et commerçait beaucoup. Et le califat de Tunis était très ouvert sur la chrétienté. Il semble, c'est l'interprétation dominante à laquelle je me suis rallié, il semble que ce soit la volonté qu'avait Saint Louis de convertir le calife qui l'ait poussé à choisir Tunis comme objectif. C'est-à-dire que Saint Louis, peut-être convaincu par les dominicains qui l'entouraient, qui avaient séjourné à Tunis, peut-être que Saint Louis a cru que le calife de Tunis allait se convertir au christianisme. Ce qui nous paraît aujourd'hui complètement invraisemblable, mais les travaux récents, notamment de William Chester Jordan, sur les convertis musulmans, convertis au christianisme par Saint Louis, et que Saint Louis a ramené en France en 1254, montre que Saint Louis était véritablement obsédé par la conversion. Et on sait bien par ailleurs qu'il a poussé à la conversion de nombreux juifs, dont il était prêt d'ailleurs à être le parrain. Alors, merci beaucoup, monsieur, pour votre disponibilité. Et... Merci.